J'invite pour parler des projets du SDEY, et ils sont déjà venus me rejoindre, Jean-Luc Klein et Richard Gégère. Je vous en prie, venez vous installer. Donc Jean-Luc Klein, vous êtes délégué au syndicat à la commission développement, innovation et grands projets, également délégué de la SEM Ion Énergie, dont sa directrice Irène Heurier va venir dans un instant. Et Richard Gégère, qui est donc vice-président du syndicat à la commission transition énergétique. Je vais commencer par vous, Jean-Luc Klein, parce qu'on on vient de parler d'autoconsommation collective. Et pour rebondir donc, sur ce que disait Daniel Havard, le syndicat aussi expérimente la consommation locale avec un projet là, qui... Tout à fait. Et je pense qu'on va revenir un petit peu au niveau du département maintenant, puisque le syndicat a en effet un projet depuis l'année 2020, je crois, qui est en réflexion depuis 2020, avec une consultation entreprise qui a été faite en 2022, et une réalisation qui va se faire en 2023, début 2023. Alors, en quoi cela consiste? Ça consiste, le SDEY, le SDEY, dispose de plusieurs bâtiments de bureaux et bâtiments de locaux techniques, et a prévu aussi des ombrières. Donc, l'idée est d'équiper ces bâtiments, ces ombrières de panneaux solaires en autoconsommation, et utiliser cette autoconsommation au niveau d'une part de ses propres besoins, les besoins qui sont pas seulement les bureaux et le service technique, mais aussi les bornes de recharge électrique pour les véhicules. Donc, je pense qu'il y a sur le slide qui est derrière moi. Alors, je pense que c'est un projet qui est intéressant d'une part parce que ça permettra d'avoir une démonstration à grandeur à l'échelle réelle, de ce qu'on peut faire, au niveau d'une commune également. L'intérêt, si on peut parler d'un chiffre qui est un chiffre intéressant, c'est que ça représentera une économie de 20% sur la facture d'électricité du SDEY. Donc c'est quand même considérable, surtout par les temps qui courent. Et je dirais que c'est un projet qui verra le jour donc, début de l'année prochaine, donc c'est très proche. Voilà. Très proche. Donc ça, c'est pour ce projet. On en a parlé, évidemment, toutes les communes ne peuvent pas faire des projets d'autoconsommation. Il y a parfois aussi des questions de distance. Et comme dans cette séquence-là, on parle de solaire avec vous. Savoir aussi, vous voulez ajouter quelque chose sur le... Non, oui, je voulais rajouter un petit... Vous avez vu, j'essaye d'accélérer le mouvement. Oui, non, mais je pense que ce qu'il faut insister aussi là-dessus pour les gens qui sont intéressés par l'autoconsommation, c'est que le lieu de production peut être différent du lieu de consommation. Et ça, c'est très important parce que vous avez peut-être des bâtiments qui sont appropriés pour recevoir des panneaux solaires, mais qui ne sont pas les plus appropriés pour l'autoconsommation. Voilà, je pense par exemple à une salle des fêtes. Une salle des fêtes, ça fonctionne surtout la nuit ou le soir, donc l'autoconsommation, pas terrible. Par contre, vous pouvez utiliser cette toiture pour alimenter l'école. Ou d'autres bâtiments publics. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que l'autoconsommation collective, ça va dans ce sens-là. Et je pense que enfin, moi, je peux vous dire que c'est intéressant, l'autoconsommation, parce que moi, j'ai fait chez moi, dans mon domicile, un système d'autoconsommation qui fonctionne maintenant depuis 5 ans. Et j'ai remarqué dès le départ que j'ai réduit ma facture d'électricité à peu près de 30%. Oui. Donc là, vous devez être très, très heureux. Donc je n'ai pas baissé ma consommation, puisque la consommation, elle est là, mais la facture d'électricité, par contre, elle a baissé. Voilà. Donc ça, c'est pour l'autoconsommation. Et plus globalement, quelle offre sur le solaire est proposée pour les communes? Alors là, je propose qu'on parle un petit peu du CEP, le Conseil en énergie partagée. Parce que c'est un processus qui a été mis en place par le SDEY, par le SDEY, et qui consiste à aider les communes dans la rénovation énergétique. Alors, dans cette rénovation énergétique, il y a bien sûr aussi le solaire. Alors, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il faut essayer d'analyser ça par étapes. Et la première étape passe par une note d'opportunité qu'un chargé de mission du SDEY peut réaliser pour les communes. La deuxième étape, c'est comment faire une étude de faisabilité, c'est-à-dire voir la partie aussi bien technique que financière, et à travers un bureau d'études, bien sûr, parce que je pense que ça, ce sont des études qui sont très spécialisées, donc il vaut mieux passer par un bureau d'études, et établir un cahier des charges. Ça, c'est la deuxième étape.
La troisième étape que propose le SDEY, c'est un accompagnement dans le déroulement du projet par un chargé de mission qui existe au niveau du SDE. Précisons également qu'il y a possibilité d'avoir des aides financières à ce niveau-là, puisque le département propose une aide financière au niveau de la réalisation de l'étude. Et que, également, il faut savoir aussi que pour bénéficier du CEP, il faut être adhérent au niveau du SDEY, et que cette adhésion représente un montant, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 40 centimes par habitant pour les communes. Voilà, donc ça c'est pour la partie, ce que peut proposer le SDEY au niveau de ces projets. De ces projets solaires. Et alors, voilà. Qu'est-ce qu'il en est aussi du cadastre solaire, qui est un outil de communication? Alors, le cadastre solaire va tout à fait dans le même sens. Je dirais que c'est un outil en plus. Le cadastre solaire consiste à avoir sur son ordinateur une possibilité de voir les toitures intéressantes pour le solaire. Alors, bien sûr, vous me direz, est-ce que c'est pour les particuliers? Est-ce que c'est uniquement pour les communes? Non. L'utilisation de ce cadastre solaire est possible pour les particuliers comme les collectivités. Donc ça, c'est important. Quelle information donne ce cadastre solaire? Parce que finalement, vous avez un cadastre, c'est une carte comme vous pouvez la voir en haut à droite, avec des toitures qui sont en différentes couleurs. Et ces différentes couleurs vous indiquent le potentiel de la toiture. Alors, potentiel en quoi? En surface, bien sûr, parce que le solaire se calcule en surface. La production annuelle estimée, puisque selon les régions, ça change. Et là, on calcule sur des périodes annuelles, parce qu'il faut bien travailler sur des moyennes. Et l'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce que représente le coût et le bénéfice, bien sûr, la production électrique. Alors, pour les EPCI, il y a une participation également au niveau du SDE qui est de 20 centimes, je crois, par habitant. Voilà. Vous avez dit l'essentiel sur le cadastre solaire. Oui. Si vous avez des questions dans la salle, ça sera dans un instant, parce qu'on va poursuivre avec un autre sujet porté par le syndicat, qui sont les bornes bidirectionnelles. Alors, quand on entend parler de ça, si je comprends bien, ça circule dans les deux sens. En tout cas, vous allez nous l'expliquer, Richard Gégère. Donc, d'abord, comment ça fonctionne? Je crois que vous voulez partir du Japon pour nous faire un petit peu d'histoire de tout ça, c'est ça? Tout à fait, Nathalie. Il faut rendre à César ce qui appartient vraisemblablement aux Japonais. Le Japon souffre de séismes, de typhons. Et à un moment, ils se sont posé la question, c'est à l'occasion de destruction d'infrastructures qui livraient l'électricité, c'est comment arriver à procéder au premier secours sans énergie. Et donc, des ingénieurs ont pensé, tout à fait intelligemment, d'utiliser l'énergie contenue dans les batteries des véhicules électriques. Alors tout à l'heure, Madame Sartour-Roumillac signalait qu'on ne savait pas stocker de l'énergie, mais si, bien sûr. Tout comme on fait de la prose sans le savoir, eh bien, les propriétaires de véhicules électriques stockent de l'énergie. Et justement, la borne bidirectionnelle permet à un moment de restituer au réseau. Alors on va voir comment ça fonctionne, parce qu'on a ça à travers un schéma. Autant aussi l'expliquer visuellement, on va dire. C'est tout simple, c'est une borne, c'est comme une borne électrique de rechargement de véhicules, une borne habituelle, mais qui dispose d'un système qui permet de restituer soit l'habitation, si on n'a qu'un seul véhicule, c'est un particulier, eh bien, peut restituer à son habitation, s'il est en autoconsommation, eh bien, de l'énergie à son réseau d'autoconsommation. Si vous êtes une entreprise ou si c'est une collectivité locale qui dispose de plusieurs véhicules, eh bien, peut le faire pour un bâtiment, restituer de l'énergie à son système d'autoconsommation bâtiment. Et là, au niveau de la France, quand on atteindra le million de véhicules, c'est vous dire cette disponibilité d'énergie contenue dans les batteries qui pourront être restituées au réseau à un moment où il y aura des besoins et des besoins, il y aura des crêtes de consommation et ça permettra de lisser la consommation. Alors évidemment, ça ne se fera pas n'importe comment. Il y aura une application informatique contenue dans la borne
qui permettra justement soi-même de dire, ben voilà, mes créneaux horaires sur lesquels je n'utilise pas ma voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule, on l'utilise à peine 90% en moyenne, hein, 90% de son temps. Ça vaut pour les C'est véhicules. plutôt l'inverse, non? C'est pas ça? On le laisse reposer 80 à 90% de son temps. C'est l'inverse. Et on l'utilise à peine 10%. Vous avez réinversé, c'est pas grave. Il faut suivre. Vous étiez en bidirectionnel, voyez? Oui, en bidirectionnel. Et j'y reviens. Donc, ça... Je vous ai troublé, là. Continuez, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai repris parce que j'ai entendu un petit frémissement quand vous avez dit qu'on utilise 80-90% du temps son véhicule, c'est l'inverse. Donc, cette énergie qui est disponible dans la batterie de votre véhicule électrique, eh bien, peut être restituée au réseau. Et c'est là l'intérêt de la batterie, la borne bidirectionnelle, c'est de pouvoir restituer de l'énergie contenue dans son véhicule et au moment, à des moments où le réseau, où vous-même en avez le plus besoin. Et alors, les collectivités, vous en avez parlé, quand elles ont plusieurs véhicules, c'est intéressant pour eux. Ça peut avoir un intérêt économique aussi, hein, qui peut ne pas être négligeable, et ça a été précisé tout à l'heure, c'est que vous pouvez recharger votre véhicule dans les périodes creuses et revendre le contenu de votre batterie aux périodes de pointe et de pic. Et là, vous pouvez avoir un gain financier substantiel. Alors là, il y a une borne, c'est ça qui va être testé justement par le syndicat, parce que après, c'est l'histoire de savoir comment on peut les installer, comment ça peut se déployer, etc., et comment on peut être accompagné. Le Lyon, qui, avec notre président, se veut un département d'innovation, eh bien, va avoir dans l'enceinte de ses locaux d'Auxerre une borne bidirectionnelle. Elle est installée et là on attend le petit module, la petite application informatique qui va permettre de réaliser l'opération de fourniture d'électricité à la borne, la recharge de la borne et puis la restitution au réseau à un moment approprié. Et si des collectivités après sont intéressées? Alors là pour le moment c'est évidemment une borne test, mais si les collectivités sont intéressées, bien entendu, ça suivra un petit peu le cours des fournitures et des installations de bornes habituelles. Ce qu'il faut, c'est un raccordement au réseau électrique ou un raccordement à un réseau qui peut être d'autoconsommation. Et pour les bornes test, le syndicat participe à 100% plus TVA du coût de ces bornes. Merci à vous. Jean-Noël Louret, vous voulez ajouter quelque chose à ces projets? Oui, bah oui, bien sûr. A priori, c'était prévu. Hein. Ils ont tout dit. Allez-y. Non, simplement remercier mes collègues d'être intervenus dans ce domaine-là, remercier en fait tous les intervenants. Mais effectivement, le syndicat s'inscrit dans ces démarches sous plusieurs aspects. D'abord, en ce qui concerne les économies d'énergie, nous avons accompagné le plan de relance qui avait été voulu par le président de la République en doublant les subventions, c'est-à-dire en doublant l'enveloppe. Nous devions 1,5 million, nous avons mis 3 millions, et ce qui nous permet de doubler les subventions. Ce qui a permis de développer beaucoup d'affaires. Je crois que c'est 73, enfin je regarde Aurélie, c'est ça, 73 collectivités ont profité, si je puis dire, de ce plan de relance. En ce qui concerne les bornes, nous avions le projet initial il y a 7 ans, c'était 150 bornes, mais ces bornes, ça nécessitait, si vous voulez, un accord bipartite. Il fallait que les collectivités soient d'accord pour les accueillir. Et en fait, nous en avions 120 et quelques qui avaient donné leur accord. Donc, on en a posé 120 et quelques, c'est-à-dire un peu plus de 100 en 25 kg et 15-20 en 50 kg. Aujourd'hui, nous avons repositionné des bornes de 50 kg. 50 kilos et nous avons fait contractualiser avec l'État pour un plan de relance. Nous allons remettre une trentaine. Et parallèlement à ça, en 2023, nous allons mettre une dizaine de bornes 300 kilos qui seront positionnées sur des axes prioritaires du département, de telle sorte que les gens qui traversent le département ou qui ont besoin puissent en quelques minutes refaire des centaines de kilomètres en autonomie. Voilà, ça c'est pour le borne.
Est-ce qu'il y a éventuellement des questions entre-temps quand vous cherchez les Oui, informations? alors, Parce que s'il y a aussi des questions de la salle, Oui. allez-y, Oui. Jean-Noël. Je voudrais terminer au niveau des gros efforts que nous avons faits, c'est l'effort au niveau de l'éclairage public. L'éclairage public, nous avons aussi voulu accompagner les collectivités dans une recherche économique. Et là, nous avons comment dirais-je, lancé le programme LED. Nous avons lancé le programme LEM avec un emprunt de 15 millions, c'était énorme, 15 millions, mais bon, enfin, vous vous souvenez que les taux étaient quand même très bas. Donc 15 millions, ce qui nous permet de faire entre 25 et 30 millions de travaux en sus de ce qui avait été initialement prévu. Au jour d'aujourd'hui, c'est 171 communes qui seront finalisées. Je regarderai quelque part, je ne sais pas s'il est là. 171 communes qui seront finalisées en fin 2022. C'est pour vous dire que c'est aussi un outil formidable. Donc, ce sont des communes complètement connectées en LED intelligent, ce qui, avec ce label intelligent, permet à la collectivité, à partir de son ordinateur, de faire varier les intensités, de couper, d'optimiser des quartiers plutôt que d'autres, etc. Enfin, véritablement, un outil permettant un véritable service, répondre à un service attendu par la collectivité et les usagers. Bon, ça, c'est pareil. Nous avons sorti ça aussi d'une garantie de 5 ans, garantie pièce et main-d'œuvre de 5 ans par la collectivité, par le syndicat, pardon. Donc là, 171 communes vont être finalisé à la fin de l'exercice 2022. Bon, d'autres viennent, mais c'est pour vous dire que tout ça, ce sont des efforts que nous faisons au service des collectivités pour aider les collectivités à réduire, à comprimer au maximum, d'abord avoir une qualité de vie, mais aussi réduire au maximum leurs dépenses de fonctionnement et ainsi dégager de l'argent pour pouvoir réinvestir dans d'autres priorités pour pouvoir moderniser la commune. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois, oui, il y a une main levée ici, ici aussi, ici, voilà. Allez, on va vous tendre un micro. Allez-y. Merci. Je reviens au sujet des bornes bidirectionnelles. Est-ce que ces bornes futures seront compatibles à moindre coût pour changer les bornes standards du SD dans toutes les communes? Oui, tout à fait. Pour l'instant, si vous voulez, nous en sommes à un stade expérimental. Mais le principe, c'est d'aller dans ce sens-là, puisqu'en fait, la borne bidirectionnelle viendra, comme ça a été dit, apporter un complément énergétique, un réseau qui peut être plus sollicité dans certaines périodes de la journée. Donc, on apportera pour que ça soit écrété. Et donc, ça permettra d'apporter le complément nécessaire sans pour autant avoir des tranchées à faire ou autres pour ramener des câbles, pour apporter le flux supplémentaire. Merci à vous. Il y a une question? Oui, on va vous tendre un micro, regardez. Ah, merci. Oui, je m'adresse à M. Ziegler sur le respect que je vous dois pour le bon travail que vous faites. Cependant, la borne bidirectionnelle, moi j'y mets des réserves d'abord par rapport à votre argumentation, puisque vous avez commencé votre argumentation sur le Japon, ce qui est très bien, mais qui est un pays sismique, c'est vrai. Ce n'est pas le cas de Lyon. Donc déjà, la comparaison est difficile. Deuxièmement, quid de l'autonomie du conducteur qui va charger le soir son véhicule et qui va se décharger sur un réseau? Je ne vois pas très bien le rapport. Et puis le troisième point qui est plutôt déontologique, on est sur un raisonnement d'économie d'énergie. Je ne vois pas où est le rapport d'une borne directionnelle sur l'économie d'énergie. Ou à moins que je n'ai pas bien tout saisi. Merci pour votre question. Alors, qui veut y répondre? Oui, ce n'est pas l'économie d'énergie qui est vue sur cet angle, sur la borne bidirectionnelle, mais surtout faire face aux pics de demande. Tout à l'heure, une personne a signalé que lorsqu'il y a des pics de demande, par exemple, on demande à des entreprises d'arrêter leur activité, il y a des heures d'effacement. Eh bien, justement, pour lisser ces pics de demande, ça permet à tout le monde de continuer de travailler normalement. Et c'est aussi le fait d'utiliser de l'énergie qui est en sommeil, qui ne sert à rien. C'est la réemployer. Alors je vais vous montrer un petit appareil qui est dans ma poche. Ça s'appelait un téléphone portable à une époque. Mais aujourd'hui, vous faites des photos, vous envoyez votre courrier, etc. Bientôt, nos véhicules électriques seront peut-être équipés sur le toit de panneaux photovoltaïques, de peintures photovoltaïques qui produiront de l'énergie. On développera aussi dans le véhicule le système d'énergie cinétique, etc., qui chargera ces bornes. Et à un moment, peut-être que ces véhicules électriques deviendront
des producteurs d'énergie. Aujourd'hui, quand vous utilisez votre voiture thermique, eh bien, vous ne faites que de la consommation d'énergie fossile. Eh bien, demain, si vous chargez votre véhicule électrique grâce à des panneaux solaires qui seront installés à proximité, vous serez sous une ombrière, vous chargerez votre véhicule électrique, là, vous faites des économies d'énergie. Donc, au détriment, évidemment, des énergies fossiles. C'est d'ailleurs ce que fait le président de l'AVER, hein, qui est le patron on va dire, des véhicules électriques. Il a chez lui sa voiture lui sert de batterie en fait électrique, et il fait aussi des économies par ce système-là. Donc c'est un peu les prévisions d'avenir par rapport à l'utilisation de la voiture électrique dans un enjeu global. Un dernier mot parce qu'on a encore 3 séquences. Donc oui, allez-y. Et puis, simplement un petit complément. Et puis l'écrétage de la sollicitation énergétique permet aussi de pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir de l'énergie à un moment donné, à un moment de pointe, alors qu'autrement, il faudrait peut-être faire des tranchées, des travaux pour compenser ça. Donc là, ce sont aussi des économies substantielles. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les 3. On peut vous applaudir.